Carte blanche. C'est la première fois que tu descends de scène de la matinée. Je vous ai D'accord. dit qu'il était un peu décalé. Ouais, il est fatigué, c'est pour ça. Bonjour à tous. Non, le coup des moines troglodytes, c'est pas exactement ça. C'était une expérimentation en Italie, une ville qui s'appelle Matera, dans le sud de l'Italie, qui est un petit peu dévastée économiquement. Et cette ville a donné carte blanche à ce qu'on appelle des makers, des hackers, des gens qui ont juste des idées qui sont un peu foufous, en leur disant bah, de toute façon, nous, on n'a plus rien à perdre. Démerdez-vous, rendez-vous dans 2 ans. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est impliquer la population. L'idée derrière tout ça, c'est de faire de l'innovation ouverte et de trouver des portes de sortie à un territoire qui est un petit peu dévasté économiquement. Ça me permet un petit peu de rebondir sur ce que j'avais prévu de dire. Je n'étais pas censé parler de Matera. Donc je m'appelle Marc-Arthur Gauthet. J'ai créé un événement qui s'appelle les Journées du patrimoine des startups. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Juste pour vous dire comment j'y suis arrivé. J'étais à la fois prédestiné à devenir entrepreneur et à la fois pas du tout. Prédestiné parce que je suis fils et frère d'entrepreneurs, donc évidemment, il y a un peu de déterminisme familial. Et pas du tout parce que je faisais des études littéraires et que je me voyais prof d'histoire. Sauf qu'un jour, dans une bibliothèque, j'en ai eu un peu marre de faire de l'histoire. Je voyais mon frère qui créait des boîtes et qui s'éclatait. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Donc, j'ai rattrapé le truc. J'ai créé ma première boîte quand j'étais... Alors, j'avais pas 16 ans, pas 17 ans, j'avais 20 ans et des poussières. À l'époque, c'était pour faire des factures parce que j'étais musicien et qu'il me fallait un siret pour pouvoir encaisser des chèques, tout simplement. Et donc, là, en fait, le premier chèque que j'ai encaissé, c'était après avoir privatisé la scène Bastille pour faire un concert où bah, j'avais pas vraiment de public à part mes amis et je me suis dit c'est pas grave, on va essayer de la remplir, de mettre 500 personnes dedans pour que je puisse chanter mes chansons et je l'ai fait. D'abord il a fallu louer la salle, donc ça c'était la dimension entrepreneuriale, de faire un chèque de 1 000 euros pour louer la salle dans des conditions qui sont pas forcément très avantageuses quand vous faites ce genre de chèque et ensuite de remplir. Alors j'avais fait un peu tout ce qui est possible et imaginable pour motiver les gens à venir qui ne me connaissaient pas, qui ne me connaissent toujours pas d'ailleurs. Notamment, j'écrivais des faux articles sur Libé et sur Le Figaro. Je faisais des captures d'écran. Ensuite, je réécrivais les articles. Je mettais ça sur Facebook pour dire regardez, Le Figaro en parle, Libé en parle, venez, c'est génial. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dedans, il y a un truc qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Si vous dites aux gens venez, il va y avoir plein de monde, ben, il y a plein de monde qui vient en croyant qu'il va y avoir plein de monde. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de monde. Les Journées du patrimoine des startups, à l'origine, c'était, je ne vais pas vous mentir, c'était une stratégie d'acquisition client. J'avais pas d'argent, j'avais monté une deuxième boîte qui s'appelle Cup of Teach, dont je fais plus partie, et on n'avait pas de sous et il fallait se faire connaître. Ce qui est souvent ce qu'oublient les gens au moment où ils créent des boîtes, surtout dans le secteur startup. Ils ont des super idées de produits et puis en fait ils pensent pas à leur stratégie d'acquisition client et il faut se faire connaître et ça coûte souvent de l'argent. Et quand on n'a pas d'argent, il faut être malin. Et c'est ça que je trouve rigolo. Et quand on parle d'Osons la France, moi, ce que ça m'inspire, c'est que les problèmes, les situations de doute, les situations où on est un peu challengé, il faut voir ça comme des opportunités. Je crois que tous les entrepreneurs qui sont là, ou en tout cas tous ceux que je rencontre, on est tous un petit peu motivés par la même chose, c'est de se dire, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. La solution, je peux la trouver et il y a une belle entreprise à créer. C'est la vision, en tout cas, que j'ai, et ce qui fait que j'aime bien me lever le matin. Donc, je me suis dit, il faut qu'on se fasse connaître. Basiquement, ce qu'on était, c'était une plateforme de réservation pour faire des événements. Il faut qu'on fasse un truc qui va faire parler de nous. Et là, je me suis dit, on va hacker les Journées du patrimoine. On va prendre un truc qui est 10 fois plus gros que nous, vraiment 10 fois plus gros, comme ça, on pourra pas... En plus, on va prendre l'État, parce que comme ça, c'est un peu difficile pour eux de nous attaquer. On va parler entrepreneuriat. Bon, et en ce moment, c'est bien, c'est dans l'air du temps, ils pourront pas nous taper dessus. Et l'idée, c'était de dire aux entreprises, bah, pendant les Journées du patrimoine, au lieu de visiter des monuments historiques, on va permettre au grand public de visiter des boîtes et de rencontrer des chefs d'entreprise. Alors j'ai d'abord appelé plein de boîtes, je me suis fait envoyer balader par plein de gens. Donc après, j'ai appelé les copains, je leur ai dit, est-ce que tu veux bien participer? Et ça a été difficile la première édition, c'était juste à Paris. Et ce qu'il me fallait, c'était des têtes d'affiche. C'était comme un festival, si vous voulez. À Solidays, vous mettez Stromae, puisqu'on en parle, en gros, et c'est ce qui vous permet de mettre plein de gens pas connus ensuite.
Donc là, c'était pareil. Grâce au réseau perso, les copains, etc., j'ai été voir Frédéric Mazella de Blablacar. Je suis allé voir Olivier Grémillon d'Airbnb. Je suis allé voir Céline Lazorde de Litchi, des gens que je connais bien parce que pour diverses raisons. Et puis ils m'ont dit, bon, bah vas-y, c'est marrant ton truc, allez, on va le faire. Et ils ont accepté. Et en fait, une fois que j'ai eu leur confiance, je pouvais dire, j'ai Frédéric Mazella qui participe. Donc là, c'est l'effet Stromae. Et il y a d'autres personnes qui ont bien voulu jouer le jeu. La première année, donc c'était que à Paris. Il y a eu 40 boîtes qui ont participé. On a fait 1200 participants. Budget 40 euros. Les 40 euros, c'était pour l'événement que nous, on a organisé avec ma boîte où c'était la bière et les curly, quoi, si vous voulez. Et puis, une couverture média incroyable. On a un dossier de presse qui fait un semi-remorque. Et on prend tous les médias possibles et imaginables. Pourquoi? Évidemment, toujours parce qu'on a hacké les journées du patrimoine des startups. Là, j'ai des gens de la France entière qui m'écrivent et qui me disent, tu sais, il n'y a pas qu'à Paris que ça bouge. Ça, c'est un peu l'effet Paris, parisianocentrisme. De dire, à Lyon, ça bouge aussi. À Rouen, ça bouge. À Nancy, ça bouge. Ce qui n'est pas toujours vrai. À Lille, ça bouge, à Marseille, à Nice, etc. Et donc, je sens qu'en fait, de cette idée que j'avais eue un jour, vraiment, c'était une pause clope en se disant, bon, il faut qu'on fasse un truc, est née l'idée d'en faire un événement national. Donc, sur la deuxième édition, je me suis dit, bon, on va le faire sur toute la France. Première chose qu'il fallait faire, c'était avoir des boîtes. Pour avoir des boîtes, il a fallu aller les rencontrer. Donc, j'ai fait le tour de France. Je suis allé rencontrer des entrepreneurs dans toute la France. J'aurais adoré qu'une boîte comme MedTech participe, par exemple, mais peut-être l'année prochaine. Et puis, la question que vous n'êtes pas posée, ou vous n'êtes peut-être pas encore posée, c'est comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Parce qu'il faut bien se payer à un moment ou à un autre. Et cet événement, il est gratuit pour les participants, il est gratuit pour les boîtes. Le but étant, à la fois pour les boîtes, de leur donner de la visibilité, de leur donner l'envie de participer sans pour autant sortir un gros chèque, et de l'autre pour les participants, pareil, si on voulait de l'attraction, il fallait que ce soit gratuit. Pour ça, on a Orange comme partenaire, surtout Google. Sans Google, ça n'aurait pas été possible. Et je le précise parce que là, on est un peu très franco-français depuis tout à l'heure. Google dans l'écosystème startup, heureusement qu'ils sont là. Et je vais vous dire, c'est pas forcément très évident de trouver des financements dans le sponsoring. Toujours est-il qu'ils m'ont fait confiance. Et je suis parti avec mon bâton de pèlerin. Et j'ai été rencontré, donc j'ai fait un tour de France dans 12 villes. J'ai fait un petit peu ce qu'on appelle de l'évangélisation, même si le terme n'est pas très beau. J'ai construit l'événement, développé une plateforme. J'étais tout seul, je faisais ça de chez moi en rentrant. Et donc le 14, 15 et 16 septembre dernier, il y a eu 4000 participants qui se sont déplacés dans 250 boîtes partout en France pour rencontrer des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont été voir? D'abord plutôt quel type de participants? Grosso modo, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont soit des étudiants qui cherchent un stage, soit des étudiants qui cherchent un boulot, parce qu'il y en a aussi, soit des étudiants qui veulent créer leur boîte, globalement des gens qui veulent créer leur boîte, soit des gens qui travaillent dans un secteur d'activité qui est proche d'une des boîtes qui participaient et pour qui c'était l'occasion de faire une rencontre. Par exemple, vous êtes dans les transports, et vous allez chez Blablacar parce qu'il y a potentiellement des partenariats à faire. Ça, c'est côté public. Évidemment, plein de gens avec des CV, etc. Et pour les boîtes, par exemple, il y avait La Ruche qui dit oui, que vous avez vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait, La Ruche qui dit oui? Ils ont organisé un grand déjeuner avec tous leurs produits. Et puis, c'était l'occasion pour les participants de rencontrer l'équipe, de voir un peu comment ça se passait à l'intérieur, de voir que une start-up, derrière un site internet, il y a 30, eux, ils sont une quinzaine, mais il y a entre 10, 15, 20, 50 personnes qui travaillent, que c'est des vrais êtres humains, que tout n'est pas outsourcé à l'autre bout du monde. Et voilà ce que j'ai fait. Il y aura sûrement une 3e édition, c'est pas encore certain. Et ça continue, et puis globalement, les gens sont plutôt contents, donc c'est chouette, et moi je suis content. Merci beaucoup. Alors, nous, on est contents aussi. Peut-être un mot, puisque tu es un observateur un peu taquin, en disant que sans Google, ce serait compliqué. Je te rappelle que dans 3 heures, il y a Orange qui vient parler de son écosystème pour les startups, et je te remercie. Je la connais. Oui, Nathalie Boulanger, j'irai lui dire tout le bien qu'elle pense de toi. Puisque tu es un observateur,
Quel rapport tu penses que la France entretient avec ces startups? Parce qu'hier, j'étais à une conférence sur la France 2030 et tout le monde a beaucoup parlé du numérique, mais on a l'impression qu'à 2-3 exceptions près, type Benoît Thiolin, il y a peu de soutien du public, enfin, je veux dire de la puissance publique pour aider les start-upers à se développer. Or, comme ce sont les mêmes publics qui toute la journée déplorent le fait qu'il n'y ait pas de Google ou de Facebook ou de Apple français, est-ce que tu trouves qu'il y a une contradiction dans les termes? Et puisque toi, tu fais cette opération d'évangélisation, moi non plus, j'aime pas trop le terme, est-ce que tu te dis qu'il faudrait que peut-être le public s'y mette? Franchement, pas du tout. On est dans un état hyper colbertiste où enfin, le gouvernement veut toujours avoir la main mise sur toutes les choses. Or, enfin, je ne veux pas faire de jeunisme un peu caricatural, mais juste laissez-nous faire, laissez-nous avoir les bonnes idées, et puis vous verrez bien, quoi. Rendez-vous dans 5 ans. Après, évidemment, il y a tous des trucs d'accompagnement. Évidemment, il y a des espaces de coworking. Évidemment, il y a la BPI, il y a l'espace de Xavier Niel là, qui va ouvrir. Tout ça, c'est super. Mais juste, je vois tellement d'idées, je vois tellement d'énergie, je vois tellement de gens qui ont la dalle, qui sont bons. Il faut juste leur mettre un peu le pied à l'étrier, mais il n'y a pas à intervenir, quoi. Il faut, voilà. C'était évidemment la réponse que je souhaitais entendre, donc ça va bien. J'ai pris tes conseils pour être un peu malin. Si tu avais été à la place de Nadia et que tu avais dû nous mettre en avant 1 ou 2 talents, donc là je te demande de faire mon boulot, tu vois, je continue à être malin. Pour ceux que je devrais inviter dans les prochains forums, Frédéric Mazzella de Blablacar, on l'a eu. On a aussi eu Alexandre Malch de Melty. Mais quels sont ceux que le public ne connaît pas, mais sur lesquels il faut miser demain dans l'écosystème des startups? Mazzella, c'était mon sponsor, hein, c'est pour ça que je le précise à chaque fois, quitte à en choisir un. Il y a Bunker à Rouen, ils sont en train d'exploser. C'est un Bunker, c'est ce qu'on appelle un PowerPoint killer. Donc PowerPoint killer. Ah. Comment tuer PowerPoint. Super startup qui est en train de tout exploser. Ils ont une croissance incroyable. Ils gagnent tout. Là, ils ont encore gagné un prix tout à l'heure de 10 000 euros. Je ne sais pas ce que c'est. Vraiment. Et puis ils sont de Rouen, donc c'est bien parce que ça permet de pas juste parler de Parisiens, de pas trop voilà. Qui d'autre? iAdvise à Nantes, qui sont super bons. Ça, c'est une sorte de CRM pour la gestion de site et de chat. Qui d'autre? Enfin, il y en a plein. Là, j'en ai plein en tête. Un petit dernier pour la route? Un petit dernier. Alors, attends que je te dise un truc vraiment sympa. En consommation collaborative, je te dirais d'aller voir les mutins de mutinerie dans le 19e. Eux, ils sont parisiens, c'est des super copains. Ils ont créé toute une communauté de travail autour d'un espace qui s'appelle Mutinerie, qui est entièrement financé, donc sans aucun fonds public, à l'heure où il y a des tas d'initiatives publiques autour du coworking qui sont créées. Et c'est vraiment des activistes révolutionnaires du coworking et du travail partagé qui est assez rigolo à vivre. Bon, on ira voir les mutins. Alors, merci beaucoup, Marc-Arthur. Bonne continuation de la mutinerie. On est ravis de voir que tu as échappé aux troglodytes.